Bonsoir à tous. Alors, le traditionnel petit mot d'accueil. Cher monsieur, au nom de tous les auditeurs réunis ce soir, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le président de l'association des anciens élèves, Benoît Maillard. Bienvenue à tous. Vous avez face à vous un public particulier, fait d'anciens élèves et de parents d'élèves, ainsi que de certaines personnes impliquées dans la vie du collège. Le collège est un très grand établissement, il compte presque 4000 élèves, 4000 jeunes, dans lesquels les parents et les anciens contribuent fortement à faire vivre au présent cette histoire qui est née il y a maintenant plus de 200 ans. Ainsi, nous-mêmes, anciens élèves, tout comme les parents, organisons régulièrement des conférences avec une vision unique, être toujours plus intelligents pour faire face à nos responsabilités, de parents, professionnels, de chrétiens aussi, pour bon nombre d'entre nous. C'est dans cette perspective que l'idée qui nous avait été soumise par Olivier Hunbert, que je vous remercie, de vous faire intervenir ce soir, nous avait beaucoup intéressé. Je vais maintenant introduire vos propos, à ma façon qui vous rectifierait. Tout est manipulation, tout est influence. Tout autant nos relations verbales que nos relations non verbales. Pour pousser le paroxysme de cette manipulation à son comble, certains auteurs ont même été jusqu'à parler de nos attitudes de soumission librement consentie. Comment et quand, cher monsieur, devenons-nous harceleurs? Ou, à l'inverse, quand et comment nous soumettons-nous à la manipulation? Et qu'en est-il de nos enfants? Comment les éveiller à cette conscience? Comment leur donner les armes pour ne pas laisser s'installer un système de relations malsaines? Quels sont les messages à passer aux éducateurs en milieu scolaire? Enfin et surtout, quelle place tient la négociation dans ce jeu de relations humaines qui vous tient à cœur? Merci par avance de la richesse d'expérience que vous aurez la gentillesse de nous dévoiler ce soir. En janvier, nous avons eu le plaisir d'accueillir le général Benoît Pugat, qui est le grand chancelier de la Légion d'honneur et un ancien de la promo 76. Il nous confiait que pour lui, le sommet de ce qu'un être humain pouvait apporter comme contribution aux autres était l'enseignement et la transmission de ses savoirs. Au regard de sa carrière militaire, il considérait qu'un tiers de son temps avait été consacré à transmettre ses savoirs. Un tiers de son temps. À ce titre, permettez-moi de penser que vous êtes exemplaires. Vous avez ainsi publié au moins 15 ouvrages relatant vos expériences, dont on peut supposer qu'ils n'ont pas tous été écrits par d'autres personnes. Vous enseignez dans de prestigieuses institutions. Vous intervenez maintenant régulièrement dans l'environnement scolaire, tout comme devant de nombreux auditoires de dirigeants. Cela dit, vous dirigez en parallèle une PME multinationale. En aparté après, lors du cocktail, vous nous expliquerez comment vous faites, parce qu'on aimerait bien savoir. C'est dire le privilège que nous avons de vous accueillir parmi nous ce soir. Permettez-moi enfin de renoncer à exposer votre biographie in extenso, afin de pouvoir vous transmettre la parole sans attendre. Merci à tous et bonne conférence. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci de cette invitation à venir partager avec vous quelques réflexions autour de la négociation et des négociations au sens très large. Vous l'avez évoqué, la notion de manipulation, la notion d'influence, la notion de relation, de transmission. Tout ça, effectivement, sont des sujets corollaires à ce qu'on évoque quand on parle de négociation. Mais l'idée de la négociation, je vais l'aborder au début par une vision un peu décalée par rapport à ce que vous avez certainement vécu ou vous vivez en matière de négociation, puisque mon métier d'origine n'est pas forcément un métier qui appelle la notion de négociation, puisque mon cœur de métier, ça a été celui-ci. J'ai eu la chance d'être officier au sein du RAID, et c'est vrai que l'image qui ressort quand on parle des groupes d'intervention, c'est plutôt celle-là. Et donc j'ai un cursus assez classique pour intégrer l'école d'officier de police. Je suis juriste de formation, publiciste, j'ai fait Sciences Po. Mon mémoire de Sciences Po, c'était la coordination de la lutte antiterroriste en Europe. J'ai réussi mon concours d'officier, j'ai eu la chance de sortir très bien classé, de choisir mon poste.
et j'ai pris un poste en section d'intervention. Donc pendant 3 ans, j'ai dirigé des sections d'intervention pour préparer les tests d'entrée du RAID, pour ça, pour rejoindre les colonnes d'assaut. Et puis un jour, en commandant du RAID, que j'avais eu l'occasion de croiser pendant mon mémoire de Sciences Po, qui s'appelle Michel Marie. Michel Marie vient me voir et me dit, voilà, je viens te voir parce que je sais que tu veux passer les tests d'entrée du RAID, et j'aimerais bien te récupérer dans mon équipe, mais pas pour l'intervention, pour monter une équipe de négociateurs. Alors quand vous avez ça en tête depuis des années, que physiquement vous êtes préparé pour passer les tests du groupe d'intervention, vous faites du tir, de la chute libre, de la boxe, que psychologiquement vous êtes dans une logique d'intégrer une équipe tactique, et quand on vous parle de négociation, les premières méthodes qui vous viennent en tête, c'est Belmondo et Bruce Willis. Un petit peu léger en termes de méthode, mais c'est un peu ce qu'on utilisait, c'est-à-dire qu'on était de manière très empirique dans la relation, et face à un forcené ou un preneur d'otage, écoute, regarde, tu vois, je viens, d'accord, je viens en confiance, on va discuter. C'était vraiment ça. Et ça nous a amené 30% de réussite. Ce qui était pas mal, hein, mais ça nous paraissait un peu léger par rapport au potentiel qu'avait ce métier de la négociation. Et on a développé une approche un peu plus technique de ce métier-là pour arriver au début des années 2000 à 85% de réussite. Donc j'ai eu la chance, jusqu'en 2004, de rester au sein du RAID, puis d'être détaché du RAID pour m'occuper de la problématique des Français kidnappés à l'étranger. Le business de kidnapping a commencé à se développer officiellement au début des années 2000, et j'ai monté une équipe dédiée à la gestion de ces situations. Mais étant fonctionnaire de l'État, même détaché, chaque fois qu'on devait engager une opération et prendre des décisions stratégiques sur le terrain, il fallait en référer, ça prenait du temps, et le temps dans une négociation de kidnapping, c'est ce qu'on n'a pas beaucoup. C'est ce qui est une vraie contrainte. Donc j'ai décidé, en accord avec l'administration, de démissionner de l'administration et de monter une équipe de négociateurs professionnels. Et donc aujourd'hui dans cette équipe, j'ai la chance d'avoir 90 négociateurs dans le monde entier, issus de toutes les cultures, qui gèrent à peu près 200 à 220 négociations, qui vont bien sûr des négociations de crise, on continue à travailler sur du kidnapping et de l'extorsion. Et donc une de mes difficultés, ça a été de faire travailler dans la même logique tous mes négociateurs. C'est-à-dire d'avoir des négociateurs colombiens, chinois, russes, américains, français, et d'arriver à les faire travailler sur une même logique qui nous permettait de n'imposer aucune réponse à l'avance, mais de permettre à tout le monde de travailler sur la même trame, sur la même logique. Et donc on a mis au point un référentiel qui s'appelle Pacificat. Je vous le montre juste. C'est un référentiel avec des mots-clés. Et ces mots-clés, vous voyez, c'est les questions qu'on enchaîne quand on prépare une négociation. Quel pouvoir j'utilise? Quel est le contexte de la négociation? Quelle est la cartographie d'acteurs? Quelle est la stratégie que je vais définir? Et comment je le fais en équipe? Ça, c'est de la préparation. Ensuite, on a une phase de conduite, influence et relations, et c'est là que la manipulation, comme vous l'évoquiez, peut rentrer en ligne de compte. Et puis, l'apprentissage de l'expérience et la transmission des savoirs. Et ouais, si je suis là, c'est pas par hasard, on a déjà échangé sur certaines valeurs communes qu'on a avec Olivier, avec vous, sur la transmission, mais je pense qu'un facteur clé dans le changement du monde, c'est la transmission du savoir. Et dans une négociation, on ne termine pas la négociation tant qu'on n'a pas trouvé une chose à transmettre aux autres négociateurs qu'on a pu apprendre dans cette négociation. Le débriefing ne suffit pas. Qu'est-ce que je transmets de mon apprentissage aux autres? Alors cette logique de négociation, elle est visible de manière assez large, mais on a deux appétences particulières qu'on essaie de développer quand on travaille sur la négociation, et notamment quand on forme des enfants en la négociation. On a la chance d'avoir une série télé qui s'appelle Ransom. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue. Elle est sortie sur TF1 l'an dernier. La série Ransom, elle a été basée sur notre histoire. On a été élus par nos camarades anglo-saxons qui, jusqu'à encore quelques temps, tenaient un peu le haut du pavé sur la négociation, avec l'école à Harvard notamment, les méthodes Urey et Fisher. Et on a été élus meilleurs négociateurs du monde. Les équipes d'ADN, ADN ça veut dire agence des négociateurs. Les équipes d'ADN ont été élus meilleurs négociateurs du monde. Très bien, on était très fiers, évidemment. Pourquoi je vous dis ça? On gagne de l'argent avec cette série. Tout l'argent qu'on gagne est intégralement reversé à une fondation qu'on a créée qui s'appelle ADN Kids, où on forme les enfants gratuitement dans les écoles pour lutter contre la violence et le harcèlement. Et on leur explique que la négociation, c'est le meilleur moyen de faire face à un conflit, et que le conflit, c'est pas négatif. Et ça, c'est déjà un changement d'état d'esprit. Si je vous interrogeais tous ici, on est quoi, un peu plus de 300 je crois, d'après vous, le conflit, c'est positif ou négatif? Qui voterait pour positif? D'accord?
Ouais, 20%. Qui dirait négatif. Ouais, majorité. Et effectivement, la notion de conflit est intéressante parce que la première appétence qu'on développe quand on travaille sur une équipe de négociation, ou quand on forme des enfants, c'est le goût du conflit. Pourquoi le conflit est primordial en négociation? S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin de négociation. Et le conflit, c'est la façon de créer de la valeur ajoutée. Alors je prends l'origine du mot conflit, conflictere. Conflictere, c'est aller à l'encontre d'eux. Et pour nous, le conflit, c'est la capacité à exprimer un désaccord. Un désaccord qui n'est pas exprimé, ça génère de la frustration. Et culturellement, c'est pas forcément facile de dire quand on n'est pas d'accord. Et cette mécanique qui nous amène à repousser l'acceptation du conflit, voire le goût du conflit, elle génère ce qu'on appelle des biais perceptifs, et notamment un qui s'appelle le groupthink, la pensée de groupe. Que dans ses prises de décision, une équipe soudée, cohésive, engagée, consciente de ses enjeux, a une tendance naturelle, quand elle n'a pas le goût du conflit, à rechercher la solution d'unanimité. Paumé, mais groupé. Fait une bêtise, on est tous d'accord pour la faire. Et ça, c'est résultat parce que c'est inconscient. Or, être capable d'exprimer son désaccord, c'est là que la création de valeur se crée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la négociation n'est qu'une façon de sortir du conflit. On en a d'autres, hein. Vous connaissez statistiquement la façon la plus utilisée pour faire face à un conflit? L'attentisme. J'attends que ça passe. Qu'un peu de chance, ça va se régler tout seul. Toute ressemblance avec les politiques menées en France depuis 40 ans serait purement fortuite. Donc cette capacité à prendre le conflit à bras le corps, c'est pas facile. Hein. Pour moi, c'est naturel parce que c'est mon métier. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément enseigné alors que ça devrait l'être. Une capacité à faire face au conflit par autre chose que l'attentisme, c'est primordial. La seconde solution, c'est le passage en force. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il y a des situations où on n'a pas le temps de négocier, où on n'a pas le temps de discuter. Et il faut imposer. On en reparlera tout à l'heure. La troisième façon, c'est la soumission. On se soumet systématiquement. Ça évite le conflit, bien sûr. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, je ne citerai pas l'entreprise, sur une grosse négociation, et le PDG de ce groupe me dit: j'ai les pires syndicats du monde. Parce qu'ils n'arrêtent pas de demander tout le temps. Ouais. Et je lui dis: oui, mais vous cédez tout le temps. Il dit: ben oui, on est obligé. Je dis: oui, ben faites ça avec vos enfants. Chaque fois que vous demandez un truc, vous leur dites oui. Vous allez voir s'ils vont s'arrêter de vous demander des trucs. C'est-à-dire qu'on crée cette logique par la soumission que finalement tout est possible. Et donc ça, évidemment, ça ne crée pas la valeur. La négociation, c'est une façon de créer une solution commune qui va satisfaire les parties prenantes. C'est-à-dire que chacun estime qu'il a obtenu ce qui était juste pour lui. La seconde appétence qu'on développe, c'est le goût de l'incertitude. Les meilleures négociatrices, les meilleurs négociateurs ont le goût de l'incertitude. Tiens, qui aime l'incertitude ici? Ah, déjà beaucoup moins. Hein. 5% d'une population, ça fait une quinzaine dans la salle, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on appelle notre métier négociation complexe. Et qu'est-ce qui fait le caractère complexe? C'est-à-dire le côté aléatoire. Facteur humain. On ne met pas l'humain à l'équation. Et c'est pour ça qu'on développe ce que j'appelle le quotient d'insécurité. C'est-à-dire la capacité à accepter l'incertitude. Mais on n'est pas naturellement fait pour ça, pour plein de raisons. Ben, d'abord, culturellement. Tiens, culturellement. Racontez-moi une histoire qu'on vous a racontée quand vous étiez enfant, dans laquelle le risque était valorisé. La chef de Monsieur Seguin, le petit poussé, les trois petits cochons, allez-y. Hein. Ça veut dire que dans les histoires qu'on raconte à nos enfants, ben on impacte le quotient d'insécurité. Parce qu'on leur met dans la tête que le risque, à un moment donné, c'est dangereux. Alors c'est vrai, c'est dangereux. Sauf qu'à terme, ça impacte leur capacité à accepter la prise de risque et donc l'improvisation. Pourquoi on a des gens qui s'enferment dans les procédures? Vous avez des gens qui s'enferment dans les procédures dans votre job? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est rassurant la procédure, ça sert à éviter l'incertitude. Vous avez des réfractaires au changement? D'où vient cette peur du changement? La réfraction au changement, elle est difficile à contrer. Pourquoi? C'est une peur reptilienne. Notre cerveau reptilien sait que le prédateur est certainement caché quelque part. On n'a rien pour faire face. On n'est pas fort, on n'est pas rapide. Hein, on est un animal qui n'est pas très fort, qui n'est pas rapide. On n'est même pas un prédateur nous-mêmes. Et les réfractaires au changement
ont cette peur reptilienne que face à quelque chose d'inconnu, il y a un danger vital. Et c'est pas raisonné. C'est pour ça que c'est dur de mobiliser les réfractaires au changement en leur disant « Allez les gars, vous allez voir, ça va être super la nouvelle organisation. On va mieux fonctionner, on sera plus efficace. N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur, c'est antipathique. Je vois l'émotion et je la refuse, je l'interdis. Donc cette capacité à gérer l'incertitude, elle n'est pas culturelle. Je vais même aller plus loin, tiens. Pour être négociateur professionnel dans votre métier, c'est une certification internationale qui s'appelle CPN, Certified Professional Negotiator. Pour être CPN, il faut passer un test. C'est le TOEFL de la négociation. Donc il y a un score. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour Stan, on peut vous offrir les codes d'accès au TOEFL, on participe aux rédactions des questions. Si vous voulez faire passer le TOEFL, enfin le Nesta à vos élèves, ce sera avec grand plaisir. Le Nesta dans le score. Et pour candidater à la procédure, il faut faire 600 sur les 999 points. D'accord ? Les meilleurs scoreurs au Nesta sont des scoreuses. Les femmes, statistiquement, sont meilleures que les hommes au Nesta. Ceux qui sont mariés, vous savez ce que je veux dire. Seuls 10% des négociateurs professionnels dans le monde sont des femmes. Pourquoi? Racontez-moi une histoire, mesdames, qu'on vous a racontée quand vous étiez enfant, dans laquelle la femme était une héroïne, qui n'avait pas besoin d'un homme pour venir la sauver à la fin. Qu'est-ce que ça génère? Ça impacte le quotient d'insécurité. Chaque fois que je confie une mission à une chef de mission femme, ou même que j'accompagne des dirigeants femmes, à un moment donné, 9 fois sur 10, elle va me poser cette satanée question: est-ce que tu crois que je vais y arriver? Aucun homme ne me pose jamais cette question. Ça veut dire qu'à un moment donné, le quotient d'insécurité, il est impacté par ça. Il est impacté par les histoires qu'on raconte. Or, une vraie négociation, c'est de l'adaptation à l'autre, et donc, c'est de l'improvisation. Et comme toute improvisation, c'est très préparé avant. À Dell Kids, on forme des ambassadeurs. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit et bénévole. Vous pouvez devenir ambassadeur. On vous forme gratuitement à Pacificat pour les enfants. Le P et le A deviennent parler plutôt que crier. On travaille sur les émotions. Pourquoi est-ce que la colère, pourquoi est-ce que la peur me fait rentrer dans des situations de relationnelles qui sont inefficaces. Le C et le I, c'est cibler le problème. Comprendre vraiment quel est l'enjeu du problème. Souvent, on va se chicailler pour des pécadilles. Ensuite, c'est fixer des règles. FI. Ouais, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de négociation. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Et donc, si ça vous intéresse, on vous forme gratuitement, on vous donne la manette pédagogique. Par contre, charge à vous de redistribuer ça dans les écoles, d'aller former les enfants. Même faites venir les profs, s'ils ont envie de se former, pour pouvoir justement faire en sorte que tous les enfants soient éduqués à la notion de négociation et que le conflit soit plus un problème. Parce que souvent, les enfants, notamment victimes de harcèlement, n'osent pas dire qu'ils sont victimes du harcèlement. Eh bien, le deuxième C de Pacificat, ça veut dire croire dans ce que l'on dit. Et c'est redonner confiance pour justement empêcher que les enfants ne s'expriment pas. Et on leur donne un diplôme de négociateur, bien sûr. On leur dit maintenant, tu es négociateur. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, soit tu interviens, soit tu préviens. Mais tu ne peux plus rester sans rien faire. Bien sûr, Dell Kids est ouvert à tous les gens qui ont envie de se former à la méthode. Charge à eux de la redistribuer derrière. C'est la transmission. Mais les parents d'élèves, les profs, les animateurs, tout le monde. On forme tous les gens qui ont envie. Alors, la formation sur Pacificat selon le niveau, primaire, collège ou lycée, c'est 1 à 2 jours. Souvent, ça se passe le dimanche, parce que c'est un jour où on ne travaille pas. Et donc, ça se passe rue d'Artois, on a des locaux rue d'Artois, et on invite, on prend une quinzaine de personnes à chaque fois pour dispenser la méthode. Et cette capacité à accepter le conflit, on le démontre notamment au niveau primaire. Hein. On a 3 niveaux, primaire, collège, lycée. Au niveau primaire, on fait l'exercice du 6. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a fait imprimer des grandes affiches avec des 6 écrits dessus. Et on pose l'affiche au milieu de la salle de classe. On met une moitié des élèves d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté. Et on dit aux élèves qui sont là, expliquez-leur que c'est un 6. Et on dit aux élèves qui sont là, expliquez-leur que c'est un 9. Et on laisse faire. Et en 40 secondes, c'est la guerre. Et là on les arrête, on dit stop, allez on arrête, faites le tour maintenant. Et ils font ça, ils font ah bah oui, mais là oui, c'est un 6, oui. Et vous voyez, comme vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un 9 ou un 6, c'est un 9 et un 6. Et la valeur ajoutée, elle vient de votre capacité à accepter que l'autre ait aussi raison. Et là, vous savez comment ça s'appelle en négociation? Le fait de défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre porte un nom technique, l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre. Alors, quand on travaille sur quelques outils de négociation,
On travaille notamment sur la relation, bien évidemment. Hein. Et cette notion de relation est basée sur des concepts qui ne sont pas très compliqués, mais... Tiens, sur quoi est basée la relation? L'empathie. Le mot-clé de la relation, c'est l'empathie. Comment on définit l'empathie? Se mettre à la place de l'autre. Vous êtes tous d'accord? Ouais, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a dans tous les livres, hein, je vous rassure, hein. C'est ce qu'il y a dans tous les bouquins. Se mettre à la place de l'autre, c'est ce qu'on appelle la conscience externe de l'autre. Empathos, ça veut dire souffrir dans l'autre. C'est-à-dire voir ce que l'autre ressent. Et dans une relation, qu'elle soit dans une négociation sociale, commerciale ou une relation parent-enfant, on a 4 états relationnels possibles. Le premier, c'est l'apathie. Apathos. Je ne mets pas d'émotion. Bon. Quel est le problème? En étant apathique, en ne mettant pas d'émotion, il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, je ne peux pas créer une négociation. Donc l'apathie, ça ne fonctionne pas. Je peux être antipathique. Antipathos. Je vois l'émotion, mais je la refuse. Par exemple, dire à un réfractaire au changement, n'aie pas peur. Je vois qu'il a peur, mais je lui dis qu'il ne faut pas qu'il ait peur. Évidemment, ça ne marche pas. Et dans la relation, notamment avec les enfants, je ne peux pas gérer un enfant qui est dans l'émotion par du raisonnement. Vous êtes d'accord avec ça? Le lambic est 10 fois plus rapide que le cortex. C'est pour ça que l'intuition est 10 fois plus rapide que le raisonnement. L'intuition est dans le cerveau limbique. Ça veut dire que l'émotion est 10 fois plus rapide que la raison. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est dans une émotion ne peut pas être raisonné tant qu'on n'a pas géré l'émotion. Alors j'ai vu il y a quelques temps, dans un endroit public, un enfant qui se roulait par terre, et la maman qui était à côté qui disait « Allez, mais relève-toi !» Souriante, calme, hein, c'était bien. Relève-toi, arrête de faire l'imbécile, regarde tout le monde te regarde, t'es ridicule. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Je suis en train de lui parler avec un raisonnement alors qu'il est dans l'émotion. La seule façon de gérer une émotion, c'est de la verbaliser pour montrer qu'on l'accepte. Je ne vous dis pas que toutes les émotions sont légitimes pour ceux qui les subissent, mais elles sont légitimes pour ceux qui les éprouvent. Les 7 émotions de base, la peur, la joie, la surprise, la tristesse, le dégoût, le mépris et la colère, sont toutes des émotions légitimes pour ceux qui les éprouvent. Tant qu'elle n'est pas verbalisée, je ne peux pas être en relation, et c'est ça l'empathie. Et la verbalisation de l'émotion, c'est faire en sorte que le cerveau limbique s'apaise et que le cortex reprenne la main. Et le cortex associatif, c'est ce qui va aller piocher toutes les informations disponibles pour rationaliser une situation. Et la meilleure façon, c'est de la verbaliser. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce que c'est que cette colère? Le fait de dire « j'ai vu que tu étais en colère », c'est ça l'empathie. Empathos, souffrir dans l'autre. Le danger, notamment pour nous les parents, c'est le 4e état relationnel. Apathie, antipathie, empathie, sympathie. Sympathos, ça veut dire ressentir comme. Et si je partage l'émotion, je perds ma capacité d'objectivité. Moi, je suis négociateur professionnel. Je suis CPN 3, c'est la plus haute qualif qu'on puisse avoir. J'ai 90 négociateurs dans le monde. Je forme 500 négociateurs par an. Je fais 200 négociations. J'ai une série télé qui raconte ma vie. Je suis pas mauvais dans mon job. J'ai 4 enfants. Chaque fois que je négocie avec eux, je me fais rouler. Pourquoi? Parce que je suis sympathique avec mes enfants. C'est-à-dire que j'ai du mal à décorréler l'engagement émotionnel. Et quand on devient sympathique, qu'est-ce qui se passe? On privilégie la relation au détriment de l'objectif de la relation. On veut tellement que la relation se passe bien qu'on oublie à quoi elle sert. Et dans une négociation, il y a toujours 3 cadres à fixer. Le négociable, le non négociable, le jamais négociable. Le négociable, ça n'a pas de valeur. Quand vous le donnez sans résister, sans contrepartie, et trop vite, ce que vous donnez n'a aucune valeur. Le jamais négociable, c'est ce qu'on négocie jamais. Alors vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Moi par exemple, chez moi, la politesse, il n'y a jamais une bonne raison de ne pas dire bonjour et de ne pas dire merci. Même quand on est fatigué, même quand on est malade, même quand on fait la tête. La politesse, c'est pas négociable. La sécurité, l'hygiène, mettez ce que vous voulez dedans. Par contre, ça ne doit pas faire l'objet de discussion. Et pourquoi c'est important de le fixer? Parce que le non négociable, c'est ce qu'on ne négocie pas, sauf circonstances exceptionnelles.
Et c'est là qu'elle se fait la vraie marge de négo. Le jamais négociable est le même partout. Parce qu'on sait tous, hein, le non négociable n'est pas le même chez papa-maman ou chez papy-mamie, par exemple. Par contre, le jamais négociable doit être le même partout. Parce que si ce qui n'est jamais négociable chez moi devient négociable chez les autres, je crée un précédent. À partir de là, c'est fichu. Les règles de négociation fixent le cadre qu'on n'aborde pas. Par contre, la vraie négo se fait sur le non négociable. Tiens, j'ai une fille qui a 9 ans. Elle me dit ce soir, j'aimerais bien regarder un documentaire sur les dinosaures. Ça finit à 9h30, est-ce que je peux le regarder? Première chose à faire, rappeler la règle. Et ce qu'on fait généralement, on fait rappeler la règle à la partie adverse en négociation. Ouais. Adversaire est celui qui est en face, hein, c'est pas péjoratif, c'est pas l'adversaire. Mais, tiens, ça vous arrive parfois d'avoir des situations de blocage en négociation? Ouais. Vous connaissez la technique des 3 questions? Non? Je vais vous la donner parce que pour les enfants ça marche pas mal. Le réflexe qu'on a naturellement dans les blocages, c'est de se justifier ou de contre-argumenter. Alors on a une petite technique qui s'appelle les 3 questions. Une question fermée qui provoque un oui, une question ouverte d'investigation, une question fermée qui provoque un oui. Si vous justifiez, vous accréditez la position de la partie adverse, si vous contre-argumentez, vous donnez des cibles sur lesquelles il va tirer. Eh bien, à la maison, même technique. J'aimerais bien regarder un truc sur les dinosaures, ça finit à 8h30. Question fermée qui provoque un oui. Demain il y a école? Oui. Question ouverte. À quelle heure on va se coucher quand il y a école? À 8h30. Ben voilà. Tu vas te coucher à 8h30. La négociation commence. Oui, mais s'il te plaît, c'est sur les dinosaures, et j'ai un documentaire à faire sur les dinosaures, et j'ai des bonnes notes. Ok. En négociation, on doit connaître l'enjeu qui se cache derrière la position. La position, c'est « je veux regarder le documentaire ». Donc, je fais une question d'investigation pour savoir quel est son enjeu. Je dis, bien écoute, si tu veux, on l'enregistre, et puis mercredi, tu auras du temps, tu le regarderas. Ouais, mais mes copines, elles vont l'avoir regardé, et moi, je ne l'aurais pas regardé, et je ne pourrais pas en parler avec elles. Son enjeu, c'est pas l'exposé qu'elle a à faire sur les dinosaures, son enjeu, c'est de pouvoir dire à ses copines qu'elle a vu, elle aussi, le documentaire. Ok, donc j'ouvre la porte à la négociation. Bien. Normalement, tu vas te coucher à 8h30 parce qu'il y a école, on est d'accord? Oui. Exceptionnellement, et c'est pour ça que c'est non négociable. On ne négocie pas sauf circonstances exceptionnelles. Et là, il faut au moins 2 exceptions. Parce que s'il n'y en a qu'une et qu'elle se reproduit, vous êtes obligé de céder. Et si vous cédez sans exception, vous allez céder tout le temps. Et donc, je ramène dans le non négociable exceptionnellement. Parce que tu as des bonnes notes, ça j'espère que c'est pas exceptionnel. Parce que c'est sur les dinosaures, c'est pas tous les jours, c'est éducatif. Et que tu as un devoir à faire sur les dinosaures, c'est encore moins tous les jours, je te laisse le regarder jusqu'à 9h. Pour l'instant, ça ne lui a rien coûté, ça ne vaut rien. Non, mais 9h30, s'il te plaît, je verrai pas la fin sinon. Ok, 9h30, mais tu fais tes devoirs samedi matin. Comme ça, on est tous tranquilles samedi après-midi. Deal, on se tape dans la main. 2 choses. La réciprocité et la fiabilité. La réciprocité, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Si je te donne sans résister, sans contrepartie, ce que je te donne dans ta tête n'a vaut absolument rien. C'est ce qu'on appelle la valeur subjective. Et ce qui donne de la valeur subjective, c'est la résistance ou la contrepartie. Ensuite, la fiabilité. Samedi midi, on va vérifier si tu as fait tes devoirs. Tu as fait tes devoirs? Ok, bien. Tu respectes tes engagements, moi aussi. La prochaine fois qu'il y a un truc éducatif à la télé, tu viens me voir. Tu n'as pas fait tes devoirs? C'est la dernière fois que je te laisse regarder un documentaire à la télé parce que tu ne respectes pas tes engagements. Mais si on remettait dans la tête de tout le monde, y compris les enfants, c'est ce qu'on essaie de faire avec les Kids, que la négociation, c'est de la contrepartie, c'est de l'échange mutuel dans un objectif commun, et c'est le respect des engagements, on changerait peut-être certainement pas mal de choses dans beaucoup de situations. Ouais, je parle beaucoup. Pour un négociateur, il vaut mieux aimer parler. Sinon, c'est un métier qui est très vite très très long. La plus longue négociation a duré 21 heures d'affilée. Ah, méfiez-vous. Et au bout de 21 heures, le gars s'est rendu. Il a dit je sors, mais dites-lui qu'il arrête de me parler. On avait inventé une méthode. Alors, je vais clôturer là-dessus et puis on va... Quand on regarde ici le référentiel qu'on utilise, hein, la question du pouvoir à leadership, hein, le décideur n'est jamais négociateur, hein, c'est une règle de base de négo. Quel est l'objectif commun partagé? Comment on va le faire en équipe? J'aime bien les 2 dernières. Et quand on a créé ce référentiel, ça s'appelait Pacifique.
On n'avait pas le A et le T, on l'a rajouté après. L'apprentissage de l'expérience, bien sûr, qui est la capacité à débriefer, mais surtout la transmission du savoir. Et je pense qu'on devrait mettre des cours de négociation dans toutes les écoles, dans toutes les universités. On devrait montrer que la négociation, ça crée de la valeur, parce que cette transmission, elle est primordiale. Transmettez vos connaissances, apprenez à vos enfants à négocier avec vous, laissez-les vous dire quand ils ne sont pas d'accord, mais dans le cadre des règles que vous aurez fixées. À partir de là, on fera des nouvelles générations de négociateurs, et je pense qu'on pourra changer le monde comme ça. Merci beaucoup de votre attention.